Alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question très complexe qui est de savoir pourquoi il y a ce divorce entre nous et la nature et qui se manifeste par le dérèglement climatique, par l'extinction des espèces. Donc c'est un sujet extrêmement vaste, je ne prétends pas ni clore le sujet, ni donner une vérité absolue. Simplement, je trouve que le sujet est suffisamment important pour qu'il concerne tout le monde, et moi le premier. Donc c'est vraiment ma pierre à l'édifice et pas plus. Alors, je vais me faire aider par un personnage que vous connaissez maintenant, qui était mon héros d'enfance. Il a sûrement encore un peu de présence en moi. Je trouve que c'est vraiment très important de faire cet effort aujourd'hui parce que voilà, on parle beaucoup de solutions, on parle pas beaucoup des causes. Et à mon avis, si on ne le fait pas, on risque de se tromper de méthode. Donc voilà, je commence par vous expliquer qui est Tarzan pour moi et vous verrez, ça va s'enchaîner tout seul. Bon, tout le monde connaît plus ou moins Tarzan, puisqu'il y a eu pas mal de films qui ont été faits à son sujet. Au départ, c'était un personnage de roman d'Edgar Rice Burroughs. Le premier roman est sorti en 1912, il s'intitulait Tarzan, le seigneur de la jungle, et ça racontait l'histoire d'un bébé de deux aristocrates anglais qui ont été assassinés. Et ce bébé a été recueilli, adopté dans une tribu de grands singes, donc, et a été donc élevé dans la jungle équatoriale. Il a réussi, grâce à des qualités exceptionnelles, devenir ce seigneur de la jungle. Alors ses qualités, il avait des qualités physiques évidemment que tout le monde connaît puisque c'était un athlète, en tout cas représenté comme tel dans les films. Mais moi, ce qui m'attirait chez lui, c'est surtout ses qualités, disons, morales et intellectuelles. C'était une personnalité extrêmement courageuse et d'une grande droiture. C'était aussi intellectuellement très impressionnant parce qu'il arrivait à se faire comprendre et à comprendre les animaux. Et donc tout ça très très loin de la civilisation, sans les contraintes de la civilisation, de l'éducation pour devenir un homme. Donc moi, cette liberté, toutes ces qualités qui avaient fait de lui qu'il avait pu devenir adulte dans une jungle qui est quand même un univers impitoyable où règne la loi du plus fort, ça m'a toujours beaucoup impressionné et donc je l'avais un petit peu comme un modèle. Et je trouve encore qu'aujourd'hui, il me sert de référence dans certaines situations. Alors il y a un autre point qui est vraiment très intéressant chez Tarzan, c'est qu'on l'appelait l'homme singe. Et donc ça nous rappelle qu'on a beaucoup de choses en commun avec les singes. Nous sommes des primates, comme nos cousins les singes, et des primates au même titre que les gorilles, les chimpanzés. Donc on a beaucoup de points communs, mais on a aussi quelques différences très importantes. Et c'est vraiment dans ces différences que se nichent, selon moi, les causes de ce schisme qui existe entre nous et la nature. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc les différences, il y en a énormément, mais je vais en citer trois qui vont me servir par la suite. La première, c'est le fait qu'on est fragile, évidemment, sauf Tarzan, mais la plupart des gens ne pourraient pas résister comme il l'a fait dans la jungle, donc on est très très fragile. La deuxième différence importante, c'est notre cerveau. Donc en quelques mots, on sait tous qu'on a un cerveau surdéveloppé par rapport au reste du règne animal. Mais c'est 100 milliards de neurones, c'est 1/20 du poids tout en représentant 1/5 de la dépense énergétique totale du corps. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est le siège de la pensée rationnelle, du langage, de l'écriture, c'est le siège de tout ce qui fait une très très grosse différence avec le reste du règne animal. Et puis une troisième différence qui est souvent très peu mise en valeur alors qu'elle a beaucoup d'importance justement dans nos caractéristiques propres humaines. C'est ce qu'on appelle la néothénie. Donc c'est quoi la néothénie ? C'est le fait de garder les caractéristiques juvéniles tout en étant adulte. Donc il y a d'autres animaux comme nous, l'axolote par exemple, qui peut se reproduire alors qu'il n'est encore qu'une larve. C'est une sorte de petite salamandre. Et c'est très important chez l'humain. Alors il y a un inconvénient, c'est le fait qu'on est fragile physiquement puisqu'on reste juvénile toute notre vie.
Mais le gros avantage, c'est qu'on a une période d'apprentissage qui est très très longue et ça nous permet justement d'utiliser à plein notre cerveau. Et donc avec ce cerveau, emmagasiner des connaissances, des outils, des capacités de se projeter qui nous permettent justement de compenser cette fragilité physique. Néanmoins, il y a un très très gros inconvénient et c'est de ça dont je voudrais vous parler. Alors pour bien me faire comprendre, je vais passer par une anecdote pour comprendre justement cette difficulté qui se pose à nous. L'anecdote, j'avais 10 ans, j'étais en 6e et donc je mangeais à la cantine du lycée. Et cette cantine, elle fonctionnait sur les bases que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est-à-dire il y avait des tables de 8 et des dames de service en fait donnaient un plat qu'on devait se partager équitablement. Sauf qu'un jour, il y a un des enfants de la table où j'étais qui n'a pas eu à manger et donc il s'est plaint au proviseur. On a tous été convoqués. Quand ça a été mon tour, il m'a demandé ce qui s'était passé, pourquoi, et moi j'ai rien trouvé de mieux à lui dire que c'était la loi de la jungle. J'ai été mis à pied immédiatement. Bon, ça n'a fait que creuser le fossé entre moi et les institutions, mais bon, ça c'est pas le sujet. Je pense que j'avais bien répondu à sa question précisément, sauf qu'il l'avait mal interprété. Il avait cru que je justifiais en fait cet état de fait, qui était regrettable. On sait tous que cette école laïque, puisque moi j'étais à l'école laïque, mais même l'école privée, essaye d'enseigner les bonnes manières, l'éthique, la morale, comment se comporter en société. C'était effectivement ce que cherchait à faire le proviseur, mais on sait tous aussi que dans la société, le monde des adultes, cette loi de la jungle, elle continue à perdurer, c'est la loi du plus fort. Alors, pourquoi elle perdure ? C'est vraiment une question importante parce que c'est à travers cette loi du plus fort que fonctionne cette prédation sans limite. Alors aujourd'hui au nom du progrès, mais bon il y a quand même une prédation. Les plus forts prennent la plus grosse part, c'est-à-dire ils optimisent leur prédation malgré les contraintes qui sont des contraintes de loi ou des contraintes sociales ou des contraintes de ressources. Bon, évidemment, ceux qui n'ont pas eu la grosse part, qui se contentent des miettes, ils essayent aussi d'optimiser leur part. Et donc tout le monde est dans ce jeu où en essayant d'optimiser sa part du gâteau, on finit par épuiser les ressources, épuiser le milieu dans lequel on fonctionne. De la même manière que des bactéries épuisent le milieu sur lequel elles se développent et finissent par mourir d'ailleurs quand il n'y a plus à manger. Alors vous pourriez m'objecter le fait, et vous auriez raison, que les chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres, ont vécu sur cette terre pendant des centaines de milliers d'années sans arriver à ce résultat catastrophique. Il faut bien constater que ce passage d'un mode de vie de type chasseur-cueilleur à un mode de vie de type sédentaire, donc avec le début de l'agriculture, c'est un passage qui signifie aussi pour l'être humain un progrès parce que les aléas que devaient subir les chasseurs-cueilleurs quant aux ressources, aléas qui pouvaient être liés au climat par exemple, puisque ils vivaient de manière opportuniste au gré de leur migration, trouvant les ressources sur place telles qu'elles se présentaient. À partir du moment où on sédentarise donc les tribus, elles peuvent cultiver, faire des réserves et donc voir venir. Donc c'est une plus grande sécurité. Et ce qui fait d'ailleurs que c'est un mode qui a été grandement développé. Alors pour vous donner une illustration des avantages induits de cette culture sédentaire qui est née en fait avec l'agriculture, vous avez par exemple les mathématiques et la géométrie qui ont été développées par la culture égyptienne. Parce que vivant donc sur les bords du Nil et donc des cultures sur ces plaines alluviales qui étaient dégagées après les crues du Nil, les géomètres devaient reconstituer donc des parcelles équivalentes pour les paysans qui cultivaient. Et donc la géométrie s'est développée comme ça. Alors évidemment c'est un exemple, mais il y en a quantité comme ça qui montrent que d'une part, le mode de vie beaucoup plus efficace des sédentaires permet de gagner du temps pour développer les arts, la culture, mais aussi la science.
Mais d'autre part, ces contraintes, les contraintes liées au mode de vie sédentaire créent aussi des problèmes nouveaux à l'homme, et ces problèmes sont résolus donc par cette capacité cognitive qui le différencie des autres animaux. Et on peut penser que la crise écologique que l'on traverse est en lien avec cette sédentarisation et la culture qui l'a fait naître. Et vous avez un éclairage qui est donné par un texte de sagesse ancienne qui est la Genèse. Bon, je vous redis que je suis agnostique, mais bon, c'est un texte tout à fait intéressant. Dans la Genèse, vous avez l'épisode donc du Jardin d'Éden, donc du paradis, où vivent donc Adam et Ève, accompagnés de Dieu sur terre. Et donc dans la Genèse, il est dit que ayant mangé du fruit de la connaissance, la punition divine, c'est que premièrement Dieu quitte la terre, donc quitte les hommes, et il punit Adam et Ève de la façon suivante. Donc Adam devra gagner sa subsistance à la sueur de son front, et Ève enfantera dans la douleur. Et donc on retrouve de façon métaphorique le fait que l'enfantement dans la douleur, on sait très bien que c'est lié à cette boîte crânienne tout à fait énorme par rapport au reste des primates que nous sommes. Les chimpanzés, les gorilles n'ont pas du tout ce problème. Je veux dire que l'accouchement est un non-événement quasiment pour eux. C'est bien le développement de ce cerveau préfrontal, de ce cortex cérébral très différent et beaucoup plus développé que le reste du règne animal qui est à l'origine de cet accouchement difficile chez l'homme, enfin la femme plus exactement, mais disons le genre humain. Et on retrouve cette même métaphore avec la sueur de ton front. Effectivement, c'est bien la raison, ce cerveau-là, qui va permettre à l'homme de se sortir de la situation grave, c'est-à-dire avoir été abandonné par les dieux. Et on retrouve encore dans d'autres épisodes après cette même métaphore, parce que vous avez avec Caïn et Abel qui sont les fils d'Adam et Ève, l'épisode où Caïn tue son frère Abel. Pourquoi ? Parce que en fait Dieu préfère toujours le présent d'Abel. Alors il faut savoir que Abel est un pasteur, il vit naturellement avec ses troupeaux. Alors que Caïn, lui, se donne du mal, il cultive, et donc ce qu'il offre à Dieu, c'est le fruit de sa culture. Et donc Dieu le dédaigne systématiquement, préférant cet agneau qui symbolise en fait cette vie beaucoup plus naturelle qu'il préfère pour l'homme, qu'il aurait préféré pour l'homme. Et donc Caïn tue Abel. Alors évidemment, c'est comme l'histoire de... Caïn et Abel sont sur un bateau, Caïn tue Abel, il ne reste plus que Caïn, quoi, voilà. Savoir pourquoi, malgré notre cortex préfrontal, cette merveille de la nature qui nous distingue du règne animal, pourquoi on n'arrive pas à juguler cet instinct un peu animal, cet instinct de prédation, et puis cette loi du plus fort qui justement conduit au fait que la terre brûle et qu'on continue à regarder ailleurs. Notre maison brûle. Nous regardons ailleurs. Alors la première explication, c'est que l'instinct est plus fort que la raison, et donc cet instinct de prédation aligné sur la loi du plus fort, finalement il s'exprime sans beaucoup de contraintes. La deuxième raison, c'est que nos sociétés occidentales sont fondées sur des valeurs dites universelles qui sont imposées quasiment à l'échelle planétaire. Et donc ces valeurs universelles en fait sont dévoyées et utilisées bien souvent au service de la prédation qui est à la source de nos problèmes. Si je prends l'exemple de la liberté, c'est au nom de cette liberté que sont prônées les règles de libre-échange qui sont à l'origine de ces prédations sans limite sur l'ensemble du globe terrestre, à la recherche de ressources toujours plus importantes pour nourrir le progrès
dont on se targue finalement, mais qui aboutit à une catastrophe écologique. Si on parle également d'un autre pilier de cet universalisme comme la justice, eh bien, dans un monde qui est totalement privatisé, dans ses moindres recoins, la justice passe beaucoup plus de temps à protéger la propriété privée de ceux qui tirent le profit de l'exploitation de cette propriété. La privatisation, par exemple, du génome des plantes et du vivant en général, par de très très grandes entreprises transnationales. Bon, elles ont quasiment tout le temps eu gain de cause parce que voilà, le droit est pour eux. Donc privatiser le génome derrière des brevets, c'est possible. Alors qu'on a affaire à un bien commun. Si on prend une valeur qui est en France chérie, la valeur d'égalité, eh bien on sait très bien aujourd'hui que nos systèmes sous couvert d'égalité, en fait, promeuvent plutôt la compétition, le mérite, l'égalité des chances, au départ, qui en réalité n'a d'égalité que le nom, puisque l'ascenseur social ne fonctionne plus depuis très très longtemps. Et donc, vous voyez, on finit par dire, au nom de cette égalité, eh bien on justifie le mérite, et justifiant le mérite, on justifie par exemple que quelqu'un qui a une entreprise, qui a réussi, utilise son argent pour brûler du kérosène et faire le tour de la Terre avec une navette spatiale. Ce faisant, il grille quasiment l'équivalent d'une année d'une ville de 10 000 habitants en gaz à effet de serre. Et son explication, c'est qu'il mérite. Ils font des études que nous, on ne fait pas. Honnêtement, quand tu vois le résultat, ça donne pas envie de s'inscrire. C'est très facile, vous voyez, d'expliquer ce phénomène. Par contre, c'est très difficile à juguler. La troisième raison, c'est qu'on manque de perspective historique, ce fameux temps long dont j'avais parlé lors de ma première vidéo, et qui notamment nous permettrait de comprendre un petit peu l'histoire avant l'histoire, c'est-à-dire comment vivaient les ancêtres avant la période de sédentarisation qui est celle que nous vivons aujourd'hui. Vous savez que les aborigènes, par exemple, ou les Indiens d'Amérique, qui étaient des chasseurs-cueilleurs, ont été colonisés et puis voire réduits quasiment à néant en termes de culture. Claude Lévi-Strauss, un très grand anthropologue français, avait d'ailleurs qualifié donc les cultures premières telles que les chasseurs-cueilleurs de patrimoine de l'humanité. Enfin, c'était une richesse pour lui. Simplement, on n'arrive pas à y faire référence parce qu'elles ne possédaient pas l'écriture et donc elles n'appartiennent pas à l'histoire. L'histoire telle que nous la comprenons et telle que nous l'apprenons, c'est l'histoire qui débute par l'écriture. Et cette écriture a été inventée par des sociétés sédentaires. Et donc on n'a plus le recul historique. Nous n'avons pour seule référence que notre culture, d'exploitation du vivant comme ressource. Et finalement, la pensée out of the box, cette pensée qui nous permettrait de prendre du recul, eh bien on l'a pas. La quatrième raison, c'est la saturation de notre culture, la saturation aussi de notre système cognitif. Je m'explique, on a atteint un tel degré de complexité dans nos organisations et dans nos connaissances qu'il est absolument impossible pour un seul homme de prendre justement ce recul, tout simplement parce que d'une part, les connaissances aujourd'hui sont surtout des connaissances qui sont utilisées de manière experte. On vit dans un monde d'experts et d'ailleurs les experts eux-mêmes sont obligés de rafraîchir en permanence leurs connaissances pour pouvoir continuer à travailler. Et donc, vous pensez bien qu'avoir une perception d'ensemble, c'est très très difficile aujourd'hui. Donc cette réflexion, avec recul, c'est aussi d'ailleurs une saturation du temps par cette information, puisque
quasiment toute notre vie, on la passe eh bien justement à travailler avec des informations qui s'accélèrent. Tout le monde connaît ce phénomène de saturation par les mails, par les médias, et donc notre temps est saturé d'informations. Et même si nous avions les capacités à réfléchir le monde dans sa complexité, eh bien nous n'en avons pas le temps, tout simplement. Donc on est vraiment dans une jungle cognitive absolument étanche. Bon, la dernière raison, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, c'est ce que j'appelle la gouvernance par la rhétorique. Vous voyez, c'est cet art de convaincre, qui est poussé par nos sociétés dites médiatiques. Le pouvoir en fait de l'information et donc des médias finalement sélectionne les plus aptes à la communication. Et donc les dirigeants, les élites de ce monde sont des champions de la rhétorique. Et la rhétorique, c'est quand même de la manipulation, alors qui pourrait être utilisée de façon à sortir justement des difficultés dans lesquelles nous sommes entrés. Mais en réalité, il est absolument impossible pour eux d'en sortir parce que précisément, ils ont été éduqués dans le système et ils ont été sélectionnés parce qu'ils en maîtrisaient les codes. Je vais vous donner cet exemple qui avait été cité par Pierre Bourdieu, donc un sociologue français qui était communiste, mais peu importe. Il avait tout à fait bien vu ce problème. Il racontait l'anecdote suivante, c'est le grand oral de l'ENA qu'a passé Valéry Giscard d'Estaing, un ancien président de la République. Et donc la question qui lui a été posée par le jury était celle-ci: quelle est la hauteur du Danube à Vienne ? Et donc très habilement, Valéry Giscard d'Estaing, tout jeune, avait répondu: écoutez, je trouve votre question très intéressante, je vais vous répondre d'ailleurs, mais pourriez-vous me préciser sous quel pont exactement ? Et donc le jury avait trouvé ça assez amusant, mais surtout avait compris qu'il maîtrisait les codes de la communication quand on fait partie de l'élite, et donc l'avait reconnu comme faisant partie de cette élite. Il a fait après la carrière qu'on connaît. Alors quand vous avez des élites qui sont sélectionnées sur ces capacités de communication, de rhétorique, mais que ce qui les sélectionne également, c'est de maîtriser les codes de l'élite, il est absolument impossible de déverrouiller le piège dans lequel on s'est nous-mêmes engagés. Donc au final, la maison brûle, mais on regarde ailleurs. Et moi je qualifie en fait de syndrome de Stockholm cette impasse dans laquelle notre civilisation contemporaine s'est placée. Vous savez, le syndrome de Stockholm, ce sont en fait ces otages qui avaient pris fait et cause pour leurs ravisseurs. Eh bien aujourd'hui, on est tout à fait dans cette problématique, puisque si vous voulez changer les choses, les réformer, vous vous heurtez à la difficulté suivante, c'est que les élites, bien évidemment, eux ayant la grosse part du gâteau, ne veulent pas changer, bien sûr. La classe moyenne, qui a eu beaucoup de mal à s'extraire des laissés-pour-compte de la société, qui a pu acquérir sa maison, qui espère peut-être un jour que ses enfants pourront intégrer cette élite, eux-mêmes n'ont pas envie que ça change. Donc les seuls qui ont vraiment envie que ça change et qui pourraient avoir une réflexion out of the box, c'est les laissés pour compte. Sauf que, bien évidemment, ils sont fustigés par l'élite et par la classe moyenne qui est beaucoup plus conservatrice. Je dis beaucoup plus parce qu'effectivement, il y a quand même des esprits éclairés dans ces différentes catégories. Simplement, ils sont beaucoup trop minoritaires. Alors cette difficulté à sortir un petit peu de l'impasse dans laquelle nous sommes, à prendre du recul,
eh bien, elle est encore amplifiée par certains scientifiques éminents. Vous savez que nous vivons ce qu'on appelle l'Anthropocène, donc c'est un terme qui a été inventé par un prix Nobel et qui désigne en fait la période géologique que nous traversons et qui est marquée par l'homme, anthropo. Bon, négativement bien sûr, puisque bon, nous modifions le climat, nous modifions les conditions d'existence sur Terre. Et donc cette période désigne l'homme dans son intégralité, alors que c'est la culture occidentale qui est responsable en fait de la situation à laquelle nous sommes arrivés. Culture occidentale que nous n'arrivons pas finalement à remettre en cause, comme je disais tout à l'heure, et qui est renforcée par des assertions aussi graves que celle-là. Condamner l'homme dans son intégralité alors que c'est une partie de l'humanité et une partie de la culture, même si elle est devenue dominante aujourd'hui, qui nous a conduits dans cette impasse. Bien sûr, cette base de la condamnation de l'homme, aujourd'hui par certains scientifiques, vous en avez d'autres qui reprennent des thèses que je trouve suicidaires en disant par exemple que puisque l'homme n'est pas adapté à son milieu, n'arrive pas à s'adapter, il disparaîtra comme les dinosaures et ce sera tant mieux pour la Terre. On arrive à quelque chose d'assez fou. Et c'est pour ça que personnellement j'ai appelé cette vidéo donc Tarzan dans la jungle de l'Anthropocène, parce que ça résume un petit peu ma façon de voir les choses globalement, qui est celle d'un homme qui garde ses rêves d'enfant, c'est-à-dire voilà, de rester près de la nature, bénéficier de ses largesses, bénéficier de la poésie que m'offre la nature, de bénéficier finalement de cette beauté de l'existence qui nous est donnée, tout simplement, et qui finalement a le sentiment de vivre dans un monde qui est devenu fou. Voilà, donc j'ai conscience que ce sujet me dépasse, enfin dépasse les capacités d'un seul homme. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos que ce n'était que mon témoignage, que mon point de vue. D'ailleurs, vous pouvez oublier tout ce que je vous ai dit, je voulais simplement partager avec vous une préoccupation majeure pour moi, essentielle. D'autant qu'il me semble très important de réfléchir justement à ces causes qui sont en chacun de nous, dans notre culture, dans notre apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de prophètes ou disons d'hommes politiques réfléchir à ces questions, mais sans poser véritablement ces questions des causes profondes. Et donc c'est vraiment un point très très faible dans la méthode, parce que on court à de très très graves désillusions si on cherche des solutions sans vraiment mettre le doigt sur les causes. Ça c'est vraiment un point très très important et ça concerne tout le monde, ce qui est en train de se passer. Donc il faut vraiment profiter de ces plateformes que sont les plateformes collaboratives pour que tout le monde réfléchisse, s'empare du sujet, ne délègue pas un tel sujet à d'autres, parce que sinon elles vont être dans les mains de faux prophètes ou disons de vanités qui voudront s'exprimer sur la catastrophe en cours. Et ça serait vraiment dommage. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite donc de profiter à fond de la nature. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.